Bon, on va démarrer. Merci à tous de vous installer, les derniers arrivés, vous installer dans le silence. Bien, vous me connaissez déjà, puisque je suis intervenu l'autre jour, si vous vous souvenez bien, sur les violences sexistes et sexuelles à l'université. Je suis vice-président en charge de l'Université Paris-Dauphine et aujourd'hui, je remplace notre président d'université qui aurait aimé faire l'ouverture de cette conférence inaugurale du cours Enjeux écologiques du XXIe siècle, mais qui est à l'étranger. Donc je le remplace et c'est un plaisir pour moi que d'ouvrir ce cours. Un cours qui est exceptionnel dans le paysage de l'enseignement supérieur français, qui va peut-être être moins exceptionnel parce que les autres universités sont en train mettre en place, d'essayer de mettre en place ce type de cours, mais un cours qui a été mis en place à l'université en 2020 et qui a pour vocation de tous et toutes vous former, compléter votre formation, la formation que vous avez pu acquérir en SVT, en géographie, enfin en histoire géo pendant vos années de lycée, compléter cette formation sur les enjeux de transition écologique et sociale. Et s'il y a cette conférence aujourd'hui, c'est pour signaler, pendant votre semaine de rentrée, c'est pour signaler l'importance de ces enjeux de transition écologique et sociale, aujourd'hui bien entendu, mais dans votre formation également. Et pour signaler l'attachement que j'ai et que nous avons avec tout un ensemble de collègues, dont les 4 collègues qui se présenteront tout à l'heure à vous, l'attachement que l'on a à intégrer de plus en plus fermement, de plus en plus prioritairement, de plus en plus centralement ces enjeux de transition écologique et sociale dans toutes vos formations, toutes les formations, quel que soit le parcours que vous aurez au sein de Dauphine. On a tous la volonté de renforcer ces enseignements. Et pour marquer aussi cette originalité, cette singularité dauphinoise, on a depuis l'an dernier un ensemble de rendez-vous qu'on appelle les rendez-vous Dauphine durables. Dans le programme vous a été présenté, qui est tout un ensemble d'événements qui sont organisés, parfois en collaboration avec des étudiants, des étudiantes, en collaboration avec des associations étudiantes, en collaboration avec des alumni, des anciens étudiants et étudiantes de Dauphine, tout un ensemble d'événements jusqu'au mois de novembre pour marquer cette rentrée, pour signaler à quel point ces enjeux-là sont au cœur de notre activité universitaire, à la fois dans la formation, j'ai insisté là-dessus, mais aussi dans nos activités de recherche, mais aussi dans la vie sur le campus, dans la vie associative, etc., etc. Donc tout un ensemble d'événements de formes diverses, des moments de rencontre, des moments de documentaires, de projections de documentaires avec des discussions, des débats qui pourront suivre, des échanges qui pourront suivre, et puis des conférences comme celle d'aujourd'hui. Alors c'est un grand plaisir de pouvoir accueillir des grands témoins comme aujourd'hui. Je ne veux pas prendre trop de temps, donc je vais pas faire les présentations, et je pense que mes collègues ont prévu quelques mots d'introduction. Voilà, accueillir comme ça de grandes conférences comme celle d'aujourd'hui, mais il y en aura d'autres aussi jusqu'au mois de novembre, au cours desquelles on abordera ces sujets-là. Tous ces événements, ils sont en plus de votre scolarité, en plus de vos cours. Mais franchement, je vous incite à venir en masse à tous ces événements-là. Il y a de très beaux événements. En particulier, j'insiste sur l'un qui aura lieu dans cet amphi dans quelques jours. C'est la projection du film Bigger Than Us, qui dresse un portrait vraiment très émouvant et très engageant, enfin, qui donne envie d'agir dans le monde d'aujourd'hui, quelle que soit la cause, de s'engager dans ce monde. Bigger Than Us qui dresse un ensemble de portraits de jeunes de 18 à 25 ans qui sont engagés sur des enjeux différents, la liberté d'expression, les violences faites aux femmes, la transition, enfin les enjeux climatiques, les migrations, l'accueil des migrants, etc., etc. La réalisatrice sera présente et pourra échanger avec vous à l'issue de la projection. Et puis on aura aussi en visio l'une des protagonistes du film, Mary Finn, qui est en Grèce et qui lutte pour accueillir les migrants qui viennent de Syrie en particulier sur les terres grecques. Donc c'est voilà, un très beau documentaire. Je vous incite vraiment à venir en masse. J'aimerais vraiment beaucoup que cet amphi soit plein ce soir-là et qu'on en vienne même à refuser du monde à l'entrée.
Il y a des tas d'autres événements, allez-y. Il y a l'exposition Urgence climatique aussi à la Cité des Sciences et des Industries. On est en partenariat avec la Cité des Sciences et de l'Industrie autour de cette très belle exposition que j'ai visitée cet été. C'est une super expo. Il y a des places qui vous sont offertes. Regardez un peu, lisez tout jusqu'à la dernière page parce que ces places, c'est un peu le teaser. Si vous lisez tout, vous allez comprendre à qui il faut vous adresser pour avoir vos places gratuites à la Cité des Sciences. Très bonne rentrée encore une fois, et puis très bonne conférence. Je reste ici sans doute tout le long de la conférence, si on ne me déloge pas d'ici là. Ouais, on va prendre l'autre. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est un amphi de rentrée. On a laissé une large place pour l'intervenante, enfin vraiment qui nous a fait le grand plaisir d'accepter de venir vous rencontrer. Mais c'est aussi l'occasion de vous dire quelques mots sur le cours. Donc je vais rapidement vous dire quelques mots pour présenter le cours, aussi pour présenter l'équipe pédagogique. On ne va pas se voir très souvent au cours du semestre, donc c'est important que vous ayez bien compris un peu comment ça fonctionne. Donc, après l'intervention, je reviendrai sur quelques points, des modalités un peu pratiques qui peuvent vous intéresser. Soyez attentifs parce que des fois, on a des surprises. Au bout de quelques semaines, des étudiants qui ne savent en fait pas du tout comment se passe le cours, sachant, encore une fois, que vous ne verrez pas chaque semaine. Maintenant, vous avez un espace qui vous permet de nous retrouver facilement. Donc, quelques mots sur le cours. C'est un cours, Arnaud vous l'a dit, pluridisciplinaire. Donc, vous voyez à droite, je vous ai mis les titres des leçons ou alors des titres un peu adaptés des leçons. Donc, nous partons des phénomènes de la physique, du climat, et nous allons progressivement vers l'économie, les sociétés. Voilà, donc, ça vous donne un aperçu. Donc, il y aura 12 leçons. Chaque semaine, une leçon sera ouverte. Et donc, on vous guide. Ce cours, comme l'a dit Arnaud, est pour tous les étudiantes et étudiantes de L1 en première année à Dauphine, quelle que soit votre discipline. D'où l'importance qu'on attache vraiment à ces sujets à l'Université Paris-Dauphine. Et l'année suivante, il y aura une suite, alors avec des modalités différentes selon que vous êtes en LSO ou en MIDO. Vous verrez. Hein. Mais donc, on prolonge et on est en train justement d'adapter la maquette pour les années à venir de façon à ce que, encore une fois, ces thématiques deviennent de plus en plus importantes dans nos offres de formation. Alors, c'est un cours, hein, il y a des formats hybrides. Alors, format hybride, c'est-à-dire que vous aurez des leçons en ligne. Donc, je reviendrai à la fin de l'amphi sur cela. Et vous avez 2 types de supports, donc selon vos préférences. Et le format hybride, c'est aussi dans la façon dont on vous présente le cours, puisque leçon en ligne et quelques amphithéâtres. Donc, vous aurez 5 amphithéâtres. Vous nous verrez... 5 fois, alors les différents collègues, hein. Donc vous n'aurez pas toujours la même tête, parce que vous verrez, nous sommes de disciplines différentes, et nous construisons avec cette diversité, hein. Et donc à chaque fois, vous aurez une collègue qui sera d'une discipline particulière pour venir de notre discipline et vous raconter des choses en lien avec ces questions, ces enjeux. Une précision, ce qui vous sera dit en amphi ne sera pas forcément écrit dans les leçons. C'est souvent des compléments qu'on fait. On revient sur certains points qu'on tient à souligner, donc c'est variable. Donc nous vous invitons vraiment à venir à ces 5 amphithéâtres, sachant que, bien sûr, pour nous, ce sera dans le programme, et vous ne les trouverez pas quelque part sur l'espace Moodle. Une petite nouveauté cette année, à la demande de nombreux collègues, nous aimerions
mieux vous connaître, mieux connaître le bagage avec lequel vous arrivez à Dauphine. Vous venez de lycées différents, de régions différentes, de spécialités différentes. Donc, on vous a préparé un petit questionnaire sur l'espace Moodle et nous vous invitons à le faire. Ça nous permettra d'évaluer un peu les points sur lesquels on doit insister et les points sur lesquels on peut aller vite. Et ce sera vraiment très intéressant pour nous parce que nous savons que les programmes dans le secondaire évoluent et nous voudrions bien sûr adapter aussi notre programme. On a plein de choses à vous raconter, on a dû faire des choix et s'il y a des choses que vous connaissez, maîtrisez déjà, ça fera de la place pour aller un peu plus loin avec vous sur des questions qui nous semblent aussi importantes. Donc voilà, donc si vous allez dans l'espace Moodle, je vous invite à aller regarder. Au tout début, vous avez... les annonces, c'est quand je vous enverrai un petit message, mais en général, vous serez prévenus dans vos messageries. Et vous avez donc le quiz de rentrée. Alors, ce n'est pas noté. Là, je vous donne des exemples de questions à droite. Un conseil aussi, c'est que l'examen final, en fait, ressemblera un peu à ça. Donc, allez-y. Voir où vous pouvez retrouver certaines questions. Peut-être. Donc, je vous invite à aller regarder à quoi ça ressemble, et puis ça vous fera un petit exercice pour votre examen final, avec les différents types de questions que vous pourriez avoir un peu. Donc, ce serait bien. Et la nouveauté aussi cette année, enfin, c'est juste pour cette année, c'est que nous faisons une enquête sur les pratiques de mobilité de toutes les personnes qui viennent à Dauphine. Donc, vous, les étudiantes et les étudiants, mais aussi les personnels, les visiteurs, enfin, voilà, tous les publics. Et donc, là aussi, je vous ai mis un petit QR code que vous pouvez utiliser pour remplir. C'est vraiment très court à chaque fois, ça prend moins de 5 minutes. Et puis sinon, sur l'espace Moodle, vous aurez un lien. Ça nous aidera vraiment considérablement si vous prenez quelques minutes pour le remplir. Il n'y a rien d'obligatoire, on n'ira pas voir, bien sûr, ceux qui ont rempli, pas rempli, parce que de toute façon, c'est anonyme, on n'aura pas du tout cette information. Mais voilà, ça, ce serait vraiment très bien si vous pouviez le faire. Nous vous remercions par avance de cela. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, on va pouvoir nous présenter. Voilà, donc voilà l'équipe, une équipe pluridisciplinaire. Isabelle, je vais te céder la parole et puis peut-être dis un mot pour Ivar qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Isabelle Cateau, moi je suis mathématicienne, je suis chercheuse au CNRS. À Dauphine, je suis aussi responsable d'une double licence autour de l'intelligence artificielle, l'économie, la gestion. Et je suis aussi membre de la commission responsabilité environnementale et sociale, qui est une instance dans l'université qui réunit des enseignants-chercheurs, différents personnels et des étudiants pour réfléchir à toutes les questions environnementales et sociales. Et je suis aussi avec mon collègue Ivar Ekland, alors qui est un mathématicien qui s'est beaucoup impliqué dans les questions aussi de vulgarisation mathématique, qui a été président de l'université. Nous avons monté la suite du cours de première année en option pour les étudiants de deuxième année du département mathématiques informatique. Alors malheureusement, Ivar ne peut pas être là aujourd'hui. C'est un des mathématiciens extrêmement impliqués dans toutes les questions de gestion des ressources naturelles, notamment des pêches. Et j'espère que vous aurez un jour l'occasion de l'entendre parler de ce sujet. Tu l'as fait fonctionner. Bonjour à tous et tous. Donc, moi, je suis Dominique Méda, je suis professeure de sociologie. Je dirige l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales, qui est un laboratoire qui compte une centaine de chercheurs en sociologie et sciences politiques. Je suis par ailleurs présidente de l'Institut Veblen, qui est un institut qui travaille sur la transition écologique. Et donc, je fais partie de la petite équipe avec Stéphanie, Ivar, qui avons créé ce cours en 2020. Et je vous vois très prochainement, puisque le prochain amphi consacré à l'histoire des relations entre humains et nature se passe dans quelques jours.
je reprends la parole. Donc, je m'appelle Stéphanie Mongeon, je suis du laboratoire d'économie de Dauphine, donc enseignante-chercheuse ici, économiste de l'environnement depuis maintenant fort longtemps. Donc, j'ai commencé ma carrière à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie sur les politiques climatiques. Je suis aussi à l'université, donc déléguée à la responsabilité environnementale. Donc, j'essaye de proposer des améliorations de nos pratiques. Nos pratiques, c'est vos pratiques, nos pratiques en tant qu'aussi personnelles. Hein. Voilà, sur tous les sujets, bien sûr, sur lesquels l'université a un levier. Je participe au Conseil environnemental et social, qui est vraiment aussi quelque chose qui est très particulier à Dauphine, hein, et qui se réunit assez régulièrement et pour lequel, en fait, il y a des membres nommés, élus, mais toutes les séances sont ouvertes. Donc, si vous voulez, par curiosité, venir une fois, vous êtes les bienvenus, hein, et tout le monde peut s'exprimer au sein de cette instance. Et nous travaillons actuellement, enfin, nous continuons à travailler sur notre stratégie de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et nous allons peut-être ouvrir bientôt le sujet de la sobriété numérique. Vaste programme. Voilà, et puis, je le mentionne, vous êtes en L1, donc ce sera dans quelques années, vous aurez peut-être oublié, mais je suis aussi co-responsable avec une collègue sociologue, Élise Pénal-Weicher, du certificat de transition écologique et responsabilité sociale, qui est proposé à tous les M1, que vous pouvez faire en plus de votre formation, quelle que soit celle que vous avez choisie. Voilà, donc j'aurai peut-être l'occasion d'ici quelques années de revenir vers vous pour vous en parler. Bonjour à tous, je suis Béatrice Parence, je suis professeure de droit. Je rejoins l'université Paris-Dauphine cette année et je remercie d'ailleurs toute l'université de l'accueil très chaleureux que je reçois. Je suis spécialisée en droit de l'environnement, sur toutes les questions de transition écologique et puis aussi sur des sujets de santé-environnement, c'est-à-dire comment est-ce que les atteintes à l'environnement ont des répercussions sur la santé humaine. Je crois qu'il faut vraiment que vous ayez conscience de l'opportunité extraordinaire qu'est ce cours. Vous êtes à l'université pour vous spécialiser progressivement dans des matières, mais vous êtes aussi à l'université pour former une capacité de réflexion sur le monde dans lequel on vit. Et ce cours est vraiment un espace qui est dédié à cette réflexion. Et puis on est en train de réfléchir pour aller plus loin. Et je pense que vraiment, il faut que vous réalisiez l'opportunité extraordinaire que ça constitue. Et effectivement, Dauphine est en train d'essaimer, puisque beaucoup d'universités réfléchissent à aller vers de telles pratiques. Voilà. Juste pour information, donc il y a 2 amphithéâtres de rentrée parce que en L1, l'amphithéâtre n'est pas assez grand pour vous accueillir tous. Donc nous avons 2 temps. Donc aujourd'hui, vous allez avoir la chance d'écouter Emma Aziza. Vendredi, nous allons recevoir Cédric Villani. Vous aurez certainement d'autres choses à faire, mais c'est enregistré, donc il y a des replays, donc je ne peux que vous inviter aussi à écouter l'intervention de notre second invité vendredi. Alors on est donc très 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 heureuse et heureux d'accueillir Emma Aziza, qui est une voix qui compte beaucoup en ce moment. Vous avez dû l'entendre à la télévision, à la radio, à mesure que la question de l'eau devient tout à fait essentielle. Elle est hydrologue, elle est docteure de l'économie des mines de Paris, et donc c'est une chercheuse et entrepreneure française qui œuvre, qui se consacre à l'adaptation de nos sociétés au changement climatique. Elle a été pionnière sur la résilience territoriale avec une longue expérience en gestion de crise de phénomènes extrêmes et elle a décidé en 2010 de créer un écosystème pour accompagner les populations et les tissus économiques et pour les aider à devenir plus résilients face aux risques inondations, sécheresse ou aux risques de rupture d'alimentation en eau potable.
Elle a créé un centre de recherche-action. J'espère qu'elle nous en dira plus. À un moment, vous aurez des questions, vous pourrez lui poser des questions, mais je pense que c'est très intéressant qu'elle nous raconte comment elle a développé tous ces projets. Hein. Donc, elle a créé un centre de recherche-action sur la résilience territoriale. Elle a aussi créé une association pour former les enfants. Et plus récemment, elle a créé une start-up, Mayan Labs, qui utilise la data pour déterminer la sensibilité climatique. Et donc, elle cherche à apporter des solutions concrètes à ce qui est un des plus grands défis de ce siècle. Elle a un engagement médiatique constant depuis plus de 7 ans sur ces sujets. Et donc, elle continue à œuvrer pour permettre une prise de conscience des enjeux liés au dérèglement du cycle de l'eau et à la nécessité de transformer nos modèles de société en intégrant la question de l'eau et des limites de la surexploitation des nappes souterraines. Nous sommes très, très heureuses de lui passer la parole. Merci beaucoup. Ce que je vous propose peut-être aujourd'hui, c'est de vous embarquer un petit peu dans ce cycle de l'eau, d'essayer de le comprendre ensemble, d'en comprendre un peu les facettes, parce qu'on nous l'a bien sûr appris à l'école, de manière très simple, avec de l'évaporation, de la précipitation, de l'évapotranspiration à travers les végétaux, du ruissellement, de l'infiltration. Et puis, quand on regarde dans les détails, on se rend compte que c'est peut-être un peu plus compliqué. Et puis l'eau, c'est vraiment la ressource sur le plan terrestre qui nous semble la plus renouvelable de toutes. Et donc, ce que je vous propose, c'est d'essayer de comprendre jusqu'à quel niveau ce cycle se renouvelle et justement quels sont les défis qu'on aura devant nous. Est-ce que réellement la planète risque à un moment donné de manquer d'eau? Alors, première chose, eh bien, sachez qu'il existe à peu près la même quantité d'eau sur Terre. Depuis l'époque des dinosaures à aujourd'hui, on n'a quasiment pas changé. Alors, ça bouge en permanence, les choses évoluent tout le temps. Si on regarde dans la très très haute atmosphère, vous avez des molécules d'eau qui s'arrachent dans la très haute atmosphère en continu. Et puis vous avez en même temps un apport de comètes, donc de l'eau extraterrestre, intergalactique, qui arrive en permanence sur Terre. On estime à peu près à toutes les minutes à une vingtaine de micrométéorites qui arrivent dans notre ciel et qui ensuite viennent directement s'immiscer dans notre cycle de l'eau terrestre. On perd notamment de l'eau dans les plaques, lorsque vous avez les plaques tectoniques et l'une qui plonge sous l'autre, avec notamment tout ce qu'on a pu voir avec les risques sismiques que l'on peut produire. Bien, cette eau, elle va plonger sous terre, elle va se retrouver notamment dans le magma, et puis elle va réapparaître ensuite dans les dorsales océaniques. Donc on voit qu'en réalité, cette eau, elle est absolument partout. C'est parce qu'on a de l'eau qu'on a aujourd'hui une tectonique des plaques, qu'on a des éléments qui bougent, qu'on a la Terre qui est telle qu'elle est. Maintenant, effectivement, quand on regarde plus précisément, on se rend compte qu'en réalité, il n'y a pas un cycle de l'eau, il y a des milliards de cycles de l'eau, autant en réalité de cycles de l'eau que de milieux que cette eau va rencontrer. Et donc, cette eau, elle peut rester dans certains milieux quelques jours, quelques mois, quelques années, voire quelques millénaires et quelques millions d'années. Si je vous prends l'exemple de l'océan, eh bien l'océan, ça correspond sur Terre à 96,7% de toute l'eau sur Terre. Donc la majeure partie de notre eau est de l'eau salée, qui n'est absolument pas disponible directement, mais qui nous donne l'illusion, parce qu'elle recouvre 70% de la surface terrestre, eh bien, elle nous donne cette illusion que la Terre ne manquera jamais d'eau, parce qu'effectivement, on est une planète bleue, une planète qui a été constituée par cet élément. Et d'ailleurs, la première des recherches que l'on a aujourd'hui dans le monde, c'est de toujours essayer d'aller voir s'il y a de l'eau ailleurs, parce que cette eau, quelque part, c'est aussi l'essence même de ce qui nous permettrait d'avoir une Terre habitable, autre, en cherchant parfois un peu trop de plan B sans regarder le plan A qu'on a devant nous. Et donc, en fait, si on regarde en termes de volume cet océan, ça a l'air gigantesque. Alors effectivement, il faut imaginer derrière que 71% de la Terre comme ça recouverte, la profondeur moyenne de l'eau dans tous les océans, c'est 3700 mètres de profondeur.
donc des quantités d'eau absolument presque astronomiques. Ça correspond à 1335 millions de kilomètres cubes. Alors imaginez ce qu'est un kilomètre cube, vous prenez 1 kilomètre de hauteur, 1 kilomètre de longueur et 1 kilomètre de largeur, et donc à ce moment-là, vous évaluez 1 kilomètre cube, donc 1335 millions, 1,35 milliard, d'accord, de kilomètres cubes qui constituent tous nos océans. Si on regarde dans le détail à quoi ça correspond par rapport à la planète, et qu'on regarde ce volume-là en termes de masse, eh bien, on se rend compte que c'est seulement 0,02% de toute la masse planétaire. Donc, ce qui semble être absolument immuable, et le fait d'avoir de l'eau partout, eh bien, on se rend compte qu'en réalité, la couche est assez mince par rapport derrière à l'intégralité du globe. Et le temps de transfert, eh bien, derrière, dans les océans, il est d'à peu près 3000 ans. Alors imaginez quand vous avez des pollutions, quand vous avez, par exemple, ce qui vient d'être découvert dernièrement, des zones anoxiques, c'est-à-dire des zones où il n'y a plus d'oxygène, où il n'y a plus de capacité de vie possible, et on en a recensé 400 dans les océans, notamment particulièrement dans l'océan Pacifique, par nos rejets derrière de rivières, par nos rejets de pesticides, qui génèrent des zones mortes sur l'océan. Imaginez que cette eau-là, eh bien, en général, la molécule mettra à peu près 3000 ans à se renouveler. Alors, si on regarde un peu ailleurs, effectivement, on a bien des glaces qui, derrière eux, sont constituées d'eau douce, donc plutôt de l'eau qui est directement accessible. Et cette eau, on la retrouve dans l'Antarctique, c'est 70% de toute l'eau mondiale, l'Antarctique. Et donc, je ne sais pas si vous avez pu voir sur les réseaux sociaux apparaître des graphiques qui nous montraient justement à quel point l'Antarctique, actuellement, suit une courbe qui est absolument de l'ordre de l'inconnu en termes de fonte. Et donc, on ne sait absolument pas vers quoi on va, mais on voit qu'il y a un décrochage complet. Et c'était cette capacité justement d'eau douce maximale que l'on avait, qu'on est actuellement en train de perdre devant nos yeux. Alors, ça nous pose des questions. Et puis, dans cette Antarctique, une molécule d'eau, elle tient à peu près en moyenne 10 000 ans. Si on va par contre dans les glaciers, là, on est plutôt entre 300 à 1000 ans de temps moyen. Donc, on voit à quel point toutes ces eaux, de toutes ces glaces, par rapport à toute l'eau terrestre, c'est 2,18%. Donc, c'est infime, mais malgré tout, c'est de l'eau douce. Et surtout, le vrai problème, c'est qu'elle est difficilement accessible. Alors, dans les années 70, on a tenté de remorquer des icebergs, mais on s'est vite confronté au fait que c'était particulièrement lourd, ça fondait en chemin, ça consommait beaucoup de fioul, et donc finalement, il y avait quand même très peu d'intérêt à aller chercher cette eau. Malgré tout, il y a aujourd'hui un véritable trafic d'icebergs, puisque cette eau est reconnue pour ses vertus et sa pureté. Et donc, si vous allez au Canada, vous avez jusqu'en Amérique du Sud des gens qui transfèrent régulièrement de l'eau fondue d'iceberg pour ses propriétés. Et puis, si on va dans d'autres réservoirs, eh bien, on va dans un réservoir que souvent on méconnaît parce que c'est un réservoir qui est invisible, qu'on ne regarde quasiment jamais. Ce sont nos eaux souterraines. Alors, nos eaux souterraines, on les retrouve toujours de manière complètement différente, suivant le sol que l'on a, suivant la géologie, suivant l'histoire géologique de nos territoires. Parfois, vous allez retrouver de l'eau entre les grains, entre les sables, et donc ça va former ce que l'on appelle des plaines alluviales. Parfois, vous allez retrouver de l'eau dans des sortes de poches, un petit peu comme un gruyère qui se forme dans les milieux calcaires, karstiques. Et donc là encore, on a d'autres dynamiques qui se mettent en jeu. Toute cette eau souterraine, ça correspond à peu près à 1,1% de toute l'eau planétaire. Mais c'est l'eau qui est quasiment la plus facile à obtenir, la plus disponible, surtout depuis l'avènement des pompes japonaises qui se sont développées dans les années 90-2000 et qu'on a commencé à délivrer un peu partout dans le monde, et notamment plus d'une 40aine de millions de pompes délivrées en Inde. Eh bien, ça permet d'aller pomper massivement dans les nappes, toujours plus profondément, avec des moyens toujours plus costauds. Alors pourquoi, vous allez me dire, est-ce qu'on va pomper autant dans les nappes? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Alors d'abord, on en avait besoin, par exemple, en Inde, pour lutter contre la famine, et parce que
l'eau agricole, eh bien, c'était tout de même compliqué de pouvoir la transporter et l'amener jusqu'à tous les agriculteurs. Les agriculteurs ont décidé de reprendre leur pouvoir, de devenir autonomes. Et puis, à un moment donné, de nouveaux marchés se mettent en place, et notamment parce qu'il y a beaucoup de besoins de production notamment de coton, parce qu'il faut bien, à un moment donné, alimenter cette fast fashion. Et lorsque vous voyez un certain nombre de produits qui se créent tous les jours, eh bien, lorsque vous avez 9000 nouveaux produits chez Shein tous les jours, ou bien derrière chez Zara ou H&M, eh bien, il faut que ce coton pousse à un moment donné sur des terres. Et le problème de ce coton, c'est qu'il a besoin de beaucoup d'eau. Et bien souvent, il n'a pas assez d'eau de pluie, donc on va chercher de l'eau dans les sous-sols. Eh bien, cette eau dans les sous-sols, on est en train aujourd'hui de la pomper tellement massivement qu'on a fait face à quelques constats. Alors, c'était des choses qui étaient sous les radars jusque-là. C'était quelque chose qu'on ne regardait pas. C'est pas qu'on ne voulait pas voir, c'est qu'on n'avait pas les moyens de comprendre. Donc, en fait, on pompait sans vraiment se poser des questions. Et puis, la NASA a réussi à mettre en place un double satellite qui nous permet aujourd'hui de comprendre comment se modifie la gravité terrestre entre le début des années 2000 et les années 2020. Donc, on a 20 ans de recul. Et là, stupeur, on se rend compte qu'il y a 20 points, 19 exactement, points dans lesquels on a dépassé des points de bascule. C'est-à-dire qu'on a tellement pompé dans les nappes qu'en réalité, elles ne se renouvelleront pas. Et donc le pire, c'est bien souvent les nappes fossiles dans lesquelles on va aller pomper très profondément de l'eau et on va vider des poches et des réservoirs qui, eux, se sont infiltrés il y a 1 million d'années et qui étaient là depuis un temps, qui créent des équilibres. Et ces équilibres-là, eh bien, on va les siphonner, à l'image, par exemple, de la Libye, qui avait un énorme aquifère, donc ces masses d'eau souterraines, qu'à l'époque, le colonel Kadhafi a décidé de vider massivement pour alimenter Tripoli en eau. Alors, il faut imaginer des gros tubes qui font 40 mètres de diamètre et qui ensuite alimentent une ville et vont récupérer de l'eau. Cette eau que l'on récupère, elle ne rentrera jamais dedans. Et donc, effectivement, on crée des richesses sur quelques décennies et puis on finit par vider des systèmes. Et alors, ce qui doit peut-être nous poser des questions presque même d'ordre philosophique, c'est une étude qui vient de sortir dans une grande revue de géophysique mondiale qui nous dit que, eh bien, on cherchait à comprendre quelles étaient les raisons du fait que l'axe terrestre avait été modifié d'à peu près 80 cm en 20 ans vers l'est. C'est-à-dire, il faut imaginer notre planète, notre Terre, dans un vide intersidéral qui tourne tranquillement autour du Soleil. Eh bien, son axe a été modifié et les données de cette étude s'arrêtent en 2010, c'est-à-dire qu'on n'a pas les données de 2010 à 2023. Et donc, ça paraît rien, parce qu'effectivement, vous vous levez tous les matins, vous avez toujours les pieds sur Terre, même si la gravité terrestre est totalement modifiée, ça ne va pas changer votre quotidien, mais ça doit tout de même nous interroger, parce que l'homme est capable de modifier la gravité de la Terre, il est capable notamment de modifier l'axe de la Terre et la manière dont elle tourne sur elle-même, le spin même de la Terre. Et donc, ça doit aujourd'hui nous poser des questions, parce que si on va chercher toute cette eau, eh bien, c'est qu'on en a besoin pour alimenter des systèmes qui sont assoiffés en eau. Et là, on revient peut-être à des enjeux qui seront beaucoup plus les vôtres dans les prochaines années. Ce sont les enjeux économiques, puisque nous sommes sur des modèles de croissance qui ont toujours besoin de croître et d'avoir toujours plus l'année d'après et encore plus. Mais pour avoir plus, eh bien, en réalité, vous ne vous appuyez que sur de l'eau. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de pomper toujours plus d'eau. Alors, comment est-ce qu'on fait quand, à un moment donné, cette eau, eh bien, elle commence à disparaître ? Eh bien, à ce moment-là, il va falloir se poser des questions, parce que ce que nous montre l'étude de la NASA, ça s'appelle la mission GRACE, c'est que vous avez aujourd'hui une nappe qui est en train de se tarir en Chine. Ça correspond à 1 milliard de personnes qui aujourd'hui mangent dans des rizicultures qui sont alimentées. Pour pouvoir alimenter une riziculture, il faut à peu près 18 cm d'eau tout le temps. Et donc, eh bien, cette eau, comme elle n'arrive plus aujourd'hui par les grandes sécheresses de la pluie, eh bien, on va la chercher dans les sous-sols. Et donc, eh bien, cette eau, comme derrière, on va la chercher, on découvre qu'il nous reste peut-être 5 à 10 ans avant que cette nappe soit totalement tarie. Comment est-ce qu'on fera dans 10 ans pour alimenter ce milliard de personnes ? Alors, c'est des questions qui se sont déjà posées dans l'histoire, parce que, par exemple, à la fin des années 80, il y a eu une très grande sécheresse en Chine,
Et donc, il a fallu gérer pour les populations. Et le moyen de gérer, eh bien, c'était un moyen très simple. C'était d'aller chercher sur les marchés financiers mondiaux des céréales, d'en acheter massivement et de pouvoir ensuite nourrir sa population sans qu'elle se rende compte, en réalité, du déficit qu'il y avait sur ces territoires. Alors ça, c'était possible dans les années 80. Mais à l'heure d'aujourd'hui, à un moment donné où le grenier à blé de l'Ukraine est tout de même en danger, à un autre moment où vous voyez à quel point eh bien, l'Inde qui a subi des années de famine et qui, à un moment donné, l'année dernière, a vu un plongeon direct de son activité agricole et notamment de la production de blé, eh bien, cette année, elle avait une excellente production de blé. Et la première chose qu'elle a décidé, c'est de garder son blé pour elle. Alors, au sens propre comme au sens figuré, mais en tous les cas, l'idée, ça a été vraiment de dire je garde pour moi ce qui va être ma résilience alimentaire et ce qui permettra de nourrir ma population demain. Ils ont même décidé dernièrement de garder leur riz, alors certaines formes de riz, mais de ce riz qui nourrit leur population. Et donc c'est important à comprendre parce que nos sociétés ne sont pas prêtes à intégrer la question de nos réserves alimentaires. Et derrière ces réserves alimentaires se cache une question d'eau. Quand vous avez de grands défis en France, vous avez peut-être entendu dans les journaux, dans les médias, parler de ces bassines. Donc ce sont des réservoirs en surface que l'on place là, où on nous explique que l'on prend les eaux d'hiver parce qu'il y en a trop, pour pouvoir les garder l'été parce qu'on n'en a plus. La réalité est un petit peu plus compliquée que ça. La réalité, c'est que la France, en fait, qui était un pays tempéré, qui n'a jamais manqué d'eau, il faut imaginer 510 milliards de mètres cubes d'eau qui tombent en France tout le temps. Alors certes, on a déjà connu des sécheresses historiques. On a même pu, si on remonte en 1303, on a même pu traverser le Rhin à pied sec. On pouvait jouer à la pétanque en 1976, un peu plus récemment, sur le Rhône. On a déjà connu des sécheresses gigantesques de la Seine. Mais en fait, ça fait partie d'une variabilité naturelle qui a toujours existé. Et donc, on a toujours connu notamment des inondations gigantesques. Là encore, ça fait partie de l'autre extrême. On a connu des inondations bien pires que peut-être les images que vous avez peut-être vues de Paris en 1910 sur des photos en noir et blanc où on voit les Parisiens se balader dans des canaux, qui est la référence de la crue centenale. Si on remonte jusqu'au Moyen-Âge, on a connu des choses bien plus monstrueuses qui déjà à l'époque faisaient penser à un changement climatique. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire qu'on a un nouveau vecteur qui rentre en jeu. Je vous invite à prendre les unes du Monde chaque année, depuis le début des années 2000. Et chaque année, vous avez une répétition qui vous dit l'année la plus chaude jamais recensée dans l'histoire de France, l'été le plus chaud, le mois le plus chaud, la succession de records le plus chaud. À partir du moment où on ne voit que des records qui sont à chaque fois battus, à l'image des 10 derniers jours qu'on a pu vivre sur Paris, où il faut à un moment donné se poser la question de cette anormalité d'avoir de telles températures début septembre. On avait pourtant eu des signaux. L'année dernière, on avait déjà eu une canicule extrêmement tardive, la première semaine de septembre. L'année dernière, ça correspondait à 1% de probabilité qu'un événement de ce type-là, avec plus de 40 degrés la première semaine de septembre, puisse se produire en France. 1%. Donc en fait, la France est en train de basculer dans une situation à peu près inconnue. Ça ne s'est pas vu dans les premiers temps, la température augmentait, mais on ne voyait pas l'impact direct sur notre société. C'est-à-dire qu'on ne maîtrisait pas, on voyait bien qu'il faisait plus chaud, on voyait bien, mais ça restait quand même tellement agréable d'avoir 30 degrés dans les Hauts-de-France au mois d'octobre. Franchement, on continue la période de barbecue. On est quand même plus sympathique derrière. Et donc, le côté très sympathique même du changement climatique, tel qu'il s'est invité dans nos vies, parce que derrière, si vous regardez la température parisienne, il y a encore 10-15 ans, et la température actuelle, c'est quand même beaucoup plus agréable, jusqu'à une certaine limite. Et donc, ça ne se voyait pas directement dans le cycle de l'eau. À partir de 2017, on va commencer à avoir un fléchissement, c'est-à-dire que ces températures qui ne font que monter vont commencer à être perçues directement sur nos systèmes et sur nos systèmes économiques. On va vivre 10 mois quasiment sans une goutte de précipitation.
10 mois continus où la France va vivre une sécheresse historique. Et on va basculer en l'espace d'une semaine en une inondation gigantesque. C'est-à-dire on finit le 26 décembre 2017 sur une sécheresse historique et on va basculer sur une inondation de la Seine importante au mois de janvier. Alors pourquoi je vous parle de ce sujet-là au mois de janvier 2018 ? Parce que quand on est dans un monde inconnu et qu'on n'a quasiment plus de repères, parce qu'en général, quand vous êtes hydrologue, vous avez besoin de très très longues séries de données pour comprendre les tendances. Mais là, on avance sans vraiment plus avoir rien sur lesquels on peut s'accrocher. Eh bien, janvier 2018 peut nous servir d'appui pour comprendre comment on pense, comment on réfléchit encore et à quel point il va falloir que vous et nous, eh bien, nous changions dans notre manière de penser. En janvier 2018, on va avoir tellement d'eau qui va tomber sur la France et notamment sur le bassin parisien après autant de mois de sécheresse qu'on va se sentir complètement protégé. On ne sera plus en danger. La sécheresse, c'est du passé, c'était l'année dernière, ça ne nous concerne plus. Et voire même, on va avoir un printemps très pluvieux, tellement qu'on va se retrouver avec 30% d'excédent dans quasiment toutes nos nappes souterraines. Donc quand on a beaucoup trop d'eau et qu'on a été habitué à être un pays tempéré, eh bien on ne se pose pas trop de questions. On se dit, bon, on a eu une année à part, un peu comme on avait pu avoir à l'époque, si on remonte, en 1976, on avait une sécheresse absolument historique. Et à l'époque, d'ailleurs, on avait demandé aux Français de payer un impôt sécheresse. Ça avait coûté la place de Jacques Chirac à l'époque, parce que derrière, les Français ne lui avaient pas pardonné de devoir payer, eux, pour les agriculteurs. Et donc, en fait, on a déjà connu des choses. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en fait, en 2018, on a énormément d'eau, on n'a plus de problème, et il va suffire de 3 semaines de canicule durant l'été pour qu'on rebascule dans une année de sécheresse historique. Et pourquoi c'est important à comprendre ? C'est parce qu'on n'a plus de repères. Et la première chose qu'on nous demande dans les médias, c'est « mais regardez, il a plu, on n'a plus de problème. Mais regardez, on vient de passer une semaine de pluie. » Sauf que si vous rajoutez à ça des canicules, c'est comme si vous mettiez la France sur un grill et vous allez générer de l'évaporation et de l'évapotranspiration extrêmement massive et la France replonge. Le problème, c'est que la France, elle replonge en fonction de la manière dont elle est résiliente. Et la manière dont elle a construit cette résilience, c'est la manière dont elle a habité ces terres. Si elle a trop urbanisé ces terres et qu'elle ne laisse pas la place à l'eau pour s'écouler dans la ville, pour que l'eau puisse pénétrer dans les sols, si on n'a que de l'eau qui ruisselle très rapidement en direction des cours d'eau en portant tous les polluants avec elle, eh bien, ce n'est pas une France qui devient résiliente. Et lors, en l'occurrence, on a une urbanisation galopante en France qui prend toujours plus d'emprise sur les terres. Et puis, si on va sur les terres agricoles dans nos campagnes, on a compacté nos sols. On les a abîmés, puis surtout, on a retiré la vie qu'il y avait dans ces sols. Or, il y a un microbiote dans les sols, un peu comme à l'image derrière de notre intestin. Nous avons un microbiote avec tout un écosystème qui fonctionne ensemble. Et si vous le retirez, eh bien à ce moment-là, vous retirez la vie des sols. Et vous permettez à des sols de devenir extrêmement fragiles. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que si vous avez un changement climatique, mais qu'on a retiré, comme c'est le cas en France, 50 à 80% des zones humides qui permettaient de garder de l'eau, si on a décidé d'assécher les mares pour gagner toujours un peu plus de surface agricole, si on décide à un moment donné d'aménager toujours plus de zones pavillonnaires sans jamais intégrer cette eau, eh bien cette eau ne trouve plus sa place. Et quand elle tombe, elle est extrêmement rapidement perdue et elle s'en va. Donc voilà quels sont les grands défis qu'on a devant nous et sur lesquels on va devoir faire face. C'est qu'on a aujourd'hui construit une terre qui est devenue au fur et à mesure finalement très peu résiliente. Et il faut comprendre une chose, c'est que c'est très compliqué pour une goutte d'eau de pouvoir réussir à rejoindre une nappe phréatique. Déjà, sur une pluie, vous avez 100% de la pluie, le 2/3 repart tout de suite dans l'atmosphère. Voire même parfois, quand il fait trop chaud, vous avez des orages et ils ne touchent même pas le sol, l'eau repart directement dans l'atmosphère. C'est ce qu'on a pu vivre l'année dernière en 2022. Ensuite, quand cette eau tombe sur le sol, vous avez à peu près 32% de l'eau qui va s'écouler sur le continent. Elle va se répartir en d'abord
23%, 26% qui ruissellent jusque dans les rivières. Et quelle est la part qui réussit à traverser les sols, à rejoindre les nappes? Et bien dans le cadre idéal, pas dans le cadre où on a compacté les sols, dans le cadre où on a utilisé massivement des intrants agricoles, des pesticides, fongicides, pas dans ce cas-là, ni quand on a urbanisé. Dans un cadre idéal, l'eau qui rejoint directement les nappes, c'est 9 à 10% de toute l'eau de la pluie. Ça veut dire que quand on décide de vider une nappe phréatique et de pouvoir récupérer cette eau à des fins personnelles, on décide à un moment donné d'assécher une zone. C'est comme si on avait pris l'équivalent de 10 fois la quantité en pluie. Et donc quand en plus on la met directement en surface, soumise à évaporation, évapotranspiration, eh bien le problème c'est que cette eau, elle repart dans l'atmosphère et on en perd entre 20 et 60%, et puis on en perd encore plus suivant les températures et les canicules qu'on va avoir. On a trop peu de données sur ce qui se passe, on a trop peu fait de recherches, mais en tous les cas, dans la littérature scientifique, c'est les chiffres sur lesquels on tombe. Donc il va falloir prendre des bonnes solutions, et parfois, quand l'homme est dans une phase de crise, il a tendance à prendre des solutions rapides, immédiates, efficaces. Et c'est vrai que quand on a 90% des zones en France qui sont en phase de crise, de sécheresse, et que l'irrigation des terres est complètement interdite, eh bien c'est tout de même beaucoup plus simple d'aller piocher sous le sol, puisque tout le monde le fait dans le monde, et qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui devient logique, c'est-à-dire que cette eau, à qui elle appartient? Elle appartient à personne, elle est sous le sol, elle m'appartient, c'est ma terre, donc c'est mon eau. Et donc, on a vraiment un problème qu'il va falloir à un moment donné lever, et si on va plus loin, on a de nombreuses questions qui se posent, et la question de l'eau, ça rejoint surtout une question géopolitique. À qui appartient cette eau? Quand j'ai une source d'eau et que derrière, je suis en Éthiopie et que cette eau alimente le Nil et alimente l'Égypte à l'aval et que je décide de créer un barrage, eh bien derrière, je deviens très fort parce que je suis à l'amont. Et donc, qui va être le plus fort? Ce sera peut-être celui qui sera le plus armé pour derrière dissuader l'autre. Mais en tous les cas, il y a des luttes de pouvoir, il y a des logiques qui dépassent largement la seule dimension géographique du cours d'eau. Puis vous avez le cours d'eau en surface, mais vous avez aussi l'eau souterraine, à qui elle appartient, comment est-ce qu'on fait? Et puis le changement climatique nous pose une nouvelle question, parce que ce qui fonctionnait à un moment donné, eh bien, à d'autres ne fonctionne plus du tout. Je vous prends un exemple, un tout petit cours d'eau qui s'appelle le Silala, qui traverse le Chili, la Bolivie et le Chili. Jusque-là, ce cours d'eau surgissait depuis la Bolivie et avait son tracé naturel. Au début des années 1900, le Chili, qui commençait à exploiter massivement le désert d'Atacama pour tous les minerais rares qu'on pouvait trouver, décide de créer un canal, et donc en fait de rerouter cette eau. Et elle garde cette eau pour elle. Et puis ça arrange la Bolivie parce qu'elle prend beaucoup d'argent et la Bolivie a beaucoup d'eau, beaucoup trop d'eau, elle est humide, donc elle n'a pas besoin de cette eau supplémentaire. Et donc ça fonctionne très très bien pendant 120 ans, jusqu'à un moment où la Bolivie se met à être face à un changement climatique massif et à vivre des sécheresses extrêmes. Et à ce moment-là, eh bien, elle décide que ce cours d'eau, qui part de chez elle, lui appartient. Et donc, elle demande de récupérer ce cours d'eau. Le problème, c'est que le Chili s'est habitué à avoir ce cours d'eau, donc il estime qu'il lui appartient. Et puis maintenant, dessous, vous avez aussi la nappe, à qui elle appartient. Elle est entre les deux pays. Et donc, tout ça finit par se décider au niveau de la Cour pénale de justice de La Haye. Donc on voit à quel point la question aujourd'hui de l'eau sera une question et un défi qui sera autant une question juridique, de droit. Quel est le droit à la rivière d'ailleurs de se défendre? C'est aujourd'hui des questions qui commencent à être posées. Est-ce qu'on peut donner derrière une responsabilité juridique à une rivière pour qu'elle prenne sa propre défense face à un monde qui est totalement anthropocentré et où on décide que la rivière nous appartient? La rivière appartient toujours au plus fort et on est capable de décider, par exemple, sur la mer d'Aral, qui était une grande mer intérieure, qui fait à peu près l'équivalent de 2 fois la Belgique. On a décidé de prendre 2 cours d'eau, le Sir-Daria et la Mour-Daria, et de dire, écoutez, je suis l'Union soviétique, on est au début des années 1918-1920, je vais rerouter cette eau, et derrière, je vais créer une énorme zone derrière où je vais mettre du coton massivement et je vais exploiter ce coton.
eh bien, au fur et à mesure, à force de contourner ces 2 cours d'eau, on a vidé une mer intérieure. Alors aujourd'hui, on doit se poser des questions parce que les études s'accumulent. Plus de 53% de tous nos lacs dans le monde sont en train de disparaître. Ils diminuent en quantité. L'eau de nos rivières a tendance aussi à disparaître, c'est-à-dire que cette eau, c'est vraiment de l'eau qui arrive et qui est de plus en plus intermittente, qui se voit de plus en plus à sec. Et il faut comprendre une chose, c'est que quand vous voyez de l'eau dans une rivière ou dans un fleuve, eh bien c'est de l'eau qui vient la plupart du temps de la nappe quand il ne pleut pas. Et donc cette nappe, il faut absolument la protéger, sauf que tout le monde y voit son intérêt. Et tout le monde y voit surtout un intérêt économique, parce que c'est la richesse des pays qui fait derrière que nous avons besoin d'exploiter de l'eau massivement. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais moi, derrière, je consomme de l'eau au quotidien. Finalement, je ne consomme pas tant que ça. On consomme à peu près 230 litres d'eau tous par jour. Vous enlevez à ça les fuites, un cinquième qui arrive sur notre chemin, ça fait à peu près 147 litres d'eau par jour. Mais en fait, dans la réalité, vous consommez en moyenne entre 5 000 et 7 000 litres d'eau par jour. Vous, moi, tout le monde, parce qu'on a des téléphones avec des puces microélectroniques et que, je vous prends juste un exemple, l'usine de Taïwan, la première usine, a besoin de 156 000 tonnes d'eau par jour pour fonctionner. Et lorsqu'il y a des sécheresses, eh bien, elle ne marche plus. Et à ce moment-là, c'est toute la chaîne de valeur qui s'effondre. Et tout ça, ce sont des choses que l'on n'intègre pas encore dans nos sociétés. Or, tout va très vite dans un contexte de changement climatique. Il va falloir qu'on intègre ces questions-là. Et puis, vous consommez à peu près 2000 à 3000 litres d'eau par jour dans votre assiette. C'est-à-dire qu'une kilocalorie, c'est à peu près 1 litre d'eau. Mais c'est 4 fois plus si vous consommez de la viande. Parce que la viande, elle-même, elle a consommé des céréales qui ont demandé beaucoup d'eau. 70% des terres en Europe servent à alimenter la viande qui ensuite nous nourrit. Donc en réalité, en mangeant beaucoup de viande, on se met en concurrence avec notre propre alimentation à côté. Donc il va falloir se poser des questions parce qu'on est face à des défis cruciaux. Alors je vous ai pris pour vous montrer à quel point cette empreinte eau est assez complexe, mais en réalité assez intéressante à regarder, et notamment sur le plan économique. Je vous ai pris 1 litre de coca. La plupart d'entre vous, j'imagine, boivent du coca. Eh bien, en réalité, il vous faut à peu près déjà 15 litres d'eau pour produire de la betterave sucrière qui va nous donner le sucre du coca. Il nous faut à peu près, ensuite, dans le passage à l'usine, 8,4 litres d'eau, le temps d'amener ce sucre, de le nettoyer, de le laver et de l'amener jusqu'à la bouteille. Et puis ensuite, vous allez avoir besoin notamment de créer la bouteille. Donc il va vous falloir de l'azote, on va devoir la lessiver, on va aussi devoir refroidir la bouteille en plastique que vous allez avoir. Donc au final, lorsque vous buvez 1 litre de coca, eh bien derrière se cache environ 35,4 litres d'eau. Ça s'applique partout, à tout ce que vous consommez. Le problème, c'est que cette eau, elle est en train de disparaître de nos continents. Et quand je vous donnais un peu ces ordres de grandeur de tout cette eau qui existe sur Terre, entre les 96,7% dans les océans, les 1% dans les masses d'eau souterraine, eh bien en réalité, si vous regardez uniquement l'eau qui est directement accessible, l'eau de nos rivières, eh bien c'est 0,000012% de toute l'eau planétaire. Et c'est cette eau que l'on consomme partout, et c'est cette eau que l'homme anthropocentré, qui est centré sur lui, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces remarques dans les médias nous dire à chaque fois, mais regardez, cette eau, elle s'écoule, derrière, on est en pleine sécheresse, cette eau nous appartient. Et donc en fait, on est tellement centré sur nous qu'à un moment donné, on oublie que le premier utilisateur de l'eau, c'est la nature. Et que si on ne comprend pas, si on ne fait pas avec les cycles de la nature, eh bien, nous sommes à l'intérieur de ces cycles de la nature. Et donc, je crois qu'on a un défi qui est colossal devant nous, et alors auquel on essaye de répondre. Et beaucoup d'entre vous vont me dire, oui, mais regardez, on a été capable, par exemple, d'émettre beaucoup de carbone dans l'atmosphère. On est capable aujourd'hui de créer des énormes machines de carbone pour capter cette atmosphère. On sera bien capable de désaliniser massivement l'eau de mer et donc d'alimenter des pays. Et quand vous regardez les Émirats arabes unis, EAU, eh bien, effectivement, c'est le champion du monde de la désalinisation.
Mais pour pouvoir désaliniser, il vous faudra du pétrole ou beaucoup d'argent. Et si vous avez beaucoup de pétrole ou si vous avez beaucoup d'argent, parce que la plupart des pays du Golfe n'ont quasiment pas un seul cours d'eau naturel qui traverse leur territoire, eh bien effectivement, vous réussirez à désaliniser massivement et vous pourrez consommer sans compter. Si on regarde dans le détail, la désalinisation, ça consomme beaucoup d'énergie, donc beaucoup d'émissions de carbone. Ça consomme à peu près 12 matériaux derrière chimiques pour sa composition. Et ensuite, on rejette cette sursaumure dans nos mers qui sont déjà quand même dans un état un peu particulier. Je terminerai peut-être sur les fausses bonnes solutions. Attention un petit peu à ce qu'on peut entendre. Par exemple, on nous dit, mais regardez, on a un problème avec le fossile, on va arrêter d'aller chercher du pétrole, on va faire du biocarburant. Donc c'est magnifique, on va utiliser nos terres et on va massivement créer du carburant à partir de nos betteraves ou derrière de différents produits agricoles qui se transformeront en biodiesel, etc. Le problème, c'est qu'on est en train aujourd'hui, sur un seul lopin de terre, de mettre en concurrence notre mobilité avec notre manière de nous alimenter, avec le fait d'alimenter de la viande. Et toutes ces alimentations, elles répondent à chaque fois à un système économique, elles répondent à un modèle. Et personne n'a envie de changer parce qu'on a tous intérêt à continuer notre propre modèle économique qui nous nourrit, qui nous alimente et qui fait qu'on est là. Donc je crois qu'il va falloir, et c'est peut-être votre génération qui réussira justement à relever ce défi énorme que l'on a devant nous, d'arrêter de croire que derrière tout nous appartient et de comprendre à un moment donné, de prendre au moins un peu d'humilité sur le fait que non, tout ne nous appartient pas et toute chose qu'on achète a un coût caché. Vous allez bientôt avoir une conférence avec Cédric Villani. J'ai eu l'occasion de passer presque un mois avec lui en Colombie. On est partis tous les deux, enfin, on était 6 scientifiques, à la rencontre d'un peuple autochtone qui s'appelle les Kogi. C'est un peuple qui n'a pas changé depuis 3500 ans, un peuple qui vit dans les terres de la Sierra Nevada de Santa Marta et qui nous a donné une énorme leçon d'humilité. Eux, derrière, ils intègrent dans tout leur processus tous ces cycles naturels. Ils ne comprennent absolument pas ce qui se passe. Ils sont complètement en dehors. Et quand on voit à quel point ces peuples autochtones parfois passent pour des fous dans leur propre pays, eh bien, ce que j'ai compris en allant les rencontrer, c'est que c'est nous les fous. On n'a rien compris. On n'a pas compris à quel point, finalement, tout ce que l'on consomme, tout ce que l'on jette, et ce à quoi on ne réfléchit pas derrière quand on jette dans notre poubelle et qu'on sait que 90% de ce qui est jeté dans nos poubelles finira dans des décharges à ciel ouvert, on va devoir se poser des questions parce qu'aujourd'hui, ces ressources sont en train de diminuer et il va falloir réinventer des modèles. Et peut-être la leçon que m'ont donnée les Kogi, et je terminerai là-dessus, c'est à quel point la terre peut être résiliente. À chaque fois qu'on leur a restitué des terres, et nous, on a été là-bas pour diagnostiquer comment justement ces terres étaient capables de renaître, eh bien, on se rend compte à quel point l'eau rejaillit, l'eau de source réapparaît. À quel point, en fin de compte, on est capable de refaire venir ces cycles de l'eau, à condition de les respecter. Donc voilà, j'espère vous avoir donné une nouvelle vision peut-être de la complexité, mais à la fois de la simplicité des solutions pour pouvoir faire de l'eau un autre enjeu, un autre regard et lui donner un peu plus de conscience. Je vous remercie. Je vais avancer. Hop. On va prendre quelques questions si vous en avez. Hein. On va passer dans les rangs parce que comme c'est pour vous donner le micro, hein, parce que c'est enregistré, donc vous allez pouvoir réécouter cette conférence. Et alors, avec Dominique, on discutait, on écoutait Emma, on trouvait ça vraiment formidable. Hein, merci beaucoup. On continue à apprendre. C'est à la fois passionnant et à la fois terrifiant. Et on s'est dit que ça allait être au programme aussi. Donc, on va vous inviter à réécouter, à prendre des notes sur cette conférence et puis éventuellement à la partager avec vos amis. Si ça peut susciter des discussions entre vous, hein, je crois que ce serait vraiment super. C'est aussi ce qu'on essaye de faire, nous, auprès de nos collègues, de les amener, de regarder, les renvoyer vers
typiquement des prises de parole aussi documentées, aussi précises, et en même temps avec, à la fin, c'est à nous d'agir, c'est à nous de décider, hein, en tant que collectif. Donc, est-ce que quelqu'un veut se lancer? Ben, je t'en prie. Ça va? Voilà, pardon, il était éteint. Alors, bonjour, merci pour la conférence, c'était très intéressant. J'aimerais vous poser une question. Quand vous parlez de fausses bonnes solutions, en fait, est-ce que les scientifiques ont déjà commencé à se pencher sur du coup, des solutions viables à long terme pour résoudre ce problème? Alors oui, d'ailleurs le GIEC est là pour ça, et il y a des rapports entiers qui mettent en évidence l'ensemble des solutions qu'il faudrait mettre en œuvre. La question de l'eau est encore peut-être trop peu abordée, je trouve. D'ailleurs, quand on regarde la COP21 et qu'on lit les rapports, qui est pourtant une vraie réussite, eh bien, vous n'avez pas une seule fois le mot eau ou le mot cycle de l'eau dedans. Donc on a encore un énorme travail, c'est quelque chose qui est en train d'apparaître. Le cycle du carbone a été mis en avant, on sait aujourd'hui ce que l'on émet, on sait quelles sont les solutions. Pour le cycle de l'eau, il faut retrouver de la cohérence, en fait. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point, en France, on a eu un problème de bassine, mais ce problème-là, il était juste lié à un problème réglementaire, parce qu'en France, il y avait une interdiction d'irriguer si vous étiez en zone rouge. Et comme quasiment tout le monde l'était, ça voulait dire qu'on écroulait un système économique, ils n'étaient pas prêts. Et quand ils ont lu dans les textes qu'on pouvait créer une zone, si on avait une sorte de lac à part des cours d'eau, et que derrière on mettait de l'eau dedans, eh bien à ce moment-là, on pouvait pomper dans cette eau. Donc ils se sont dit, bah, génial, on va pomper dans les eaux dessous, on va les mettre dessus, et comme ça on ne nous interdira pas de continuer notre modèle. Et donc au lieu de se remettre en question, et c'est compliqué de se remettre en question d'une année sur l'autre quand c'est aussi violent, et il faut le comprendre, mais cette question-là, elle est très française, parce que c'était un problème français. Si vous allez au Mexique, eh bien le problème est derrière les lobbies agricoles très forts là-bas, demande de l'ensemencement de nuages. Alors, je ne sais pas si vous savez ce qu'est de l'ensemencement de nuages, mais effectivement, à un moment donné, vous émettez du iodure d'argent massivement dans l'atmosphère, et donc c'est une molécule qui est très hautement insoluble, et donc vous allez ensuite permettre de nucléer une pluie, puisqu'en fait, pour pouvoir générer une goutte d'eau et transformer la vapeur d'eau en une molécule d'eau, eh bien, vous avez besoin souvent d'une molécule de poussière, ou bien, si vous émettez du iodure d'argent, d'une molécule chimique sur lesquelles on va s'appuyer pour générer de l'eau. Alors vous allez me dire, c'est super pratique. Je vous donne un exemple. Lors des Jeux Olympiques, justement, à Pékin en 2008, eh bien, à chaque fois qu'on voyait une perturbation radar arriver, on envoyait du iodure d'argent, on disséquait le nuage, on le faisait partir à côté. Et puis, vous avez plein d'endroits dans le monde dans lesquels on décide d'envoyer du iodure d'argent et de récupérer la pluie pour soi. Mais alors, il appartient à qui le nuage? Il appartient au pays à droite ou au pays à gauche? Parce qu'ils veulent tous la même eau. Alors, le seul problème, et donc c'est pour ça que ça fait partie des fausses bonnes solutions, parce que ça paraît hyper facile, du coup, puisqu'on est capable de dompter la plupart des cours d'eau. On a 800 000 barrages dans le monde, dont 52 000 gigantesques barrages. Donc on est quand même très habitué à se dire l'eau, je la garde, elle m'appartient et j'utilise pour des usages. Je vais faire pareil avec le nuage. Sauf qu'on s'est rendu compte dernièrement, et ça c'est un laboratoire à Berkeley, enfin l'Office environnemental de Berkeley qui l'a mis en évidence, c'est qu'on s'est rendu compte que, eh bien, en fait, le iodure d'argent, il n'était peut-être pas si bénéfique que ça. Premièrement, il était récurrent dans les sols une fois qu'il était émis, parce qu'à un moment donné, il finit par retomber avec la pluie. Puis on s'est rendu compte que ça créait des maux de tête, on s'est rendu compte que ça créait des irritations de muqueuses, et puis des anémies, et des systèmes de dépression. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on en avait partout dans nos sols. Donc en fait, c'est toujours ces problèmes de attention aux fausses bonnes solutions. Il y a des solutions à mettre en œuvre, mais il faut les réintégrer dans un cycle. Je vous donne un autre exemple. Une très grande ville française a décidé de planter des arbres massivement. Si on regarde Hugo Décrypte dernièrement qui a interrogé le président,
de la République, il était précisé que chaque nouvel étudiant pourrait planter un arbre. C'est la solution, on va planter des arbres. Alors attention déjà, parce que l'arbre, il faut quand même le temps qu'il pousse. Donc en général, il ne devient pas grand tout de suite comme ça, il ne va pas capter du CO2 immédiatement. Mais malgré tout, on a des villes dans lesquelles on a planté beaucoup d'arbres. On n'a juste pas réfléchi au fait que cet arbre avait besoin d'eau. Et quand on s'est retrouvé face à une interdiction, là encore, d'irrigation, que ce soit sur les terres agricoles ou dans les villes, eh bien, tous ces arbres sont morts. Donc, on les a plantés pour rien. Donc, soit on réfléchit intelligemment en mettant des cuvelages avec de l'eau de pluie que l'on récupère, parce que là, c'est jouer intelligemment avec le cycle de l'eau, et ensuite, on alimente derrière des canaux qui irriguent cette canopée verte qui nous protégera des îlots de chaleur, qui nous protégera des canicules, mais il faut juste réfléchir intelligemment, il faut remettre de l'intelligence. Le problème, c'est quand on a une pression économique, l'intelligence, elle n'est pas là où on l'imaginerait. L'intelligence, elle est dans le bénéfice et elle est dans ce que je vais, moi, en tirer à des fins personnelles. Et donc, c'est une forme de tragédie, la question de l'eau, parce que c'est un commun. Elle appartient à tous, on en a tous besoin, mais tous les systèmes économiques veulent s'appuyer dessus, et c'est souvent eux les plus forts qui gagnent. Bonjour, merci pour votre conférence, et j'aurais une question sur les bassines. Du coup, est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi elles ont été... quel est le but du projet et pourquoi est-ce que du coup il y a du débat autour, est-ce que c'est viable ou pas et est-ce que ça va être fait? Merci. Alors oui, on a des constructions actuellement de bassines à peu près partout en France. On a des lobbies très forts en France sur le plan agricole qui derrière favorisent ce genre de solution. C'est une solution très court-termiste et tous les scientifiques sont d'accord pour dire que c'est des fausses bonnes solutions, c'est ce qu'on appelle de la maladaptation. Vous prélevez des quantités d'eau dans la terre, vous pouvez prélever jusqu'à 260 piscines olympiques, vous videz une nappe, vous la mettez en surface, l'eau commence à se désagréger. Je vous laisse juste imaginer quand vous avez une petite piscine en plastique que vous mettez sur votre balcon avec de l'eau, regardez la couleur de l'eau 3 semaines après, c'est à peu près ce qui se passe dans une bassine. Et puis cette eau, elle s'évapore, on a des développements de cyanobactéries. Donc en réalité, on a un problème sur le plan de la qualité, sur le plan de la quantité, alors que quand elle était sous terre, elle était protégée du soleil, elle était protégée de tout problème. Le problème principal, c'est que cette eau-là, eh bien, on en a besoin pour alimenter les rivières. Donc en fait, si vous décidez de vider une nappe, vous décidez de manière volontaire de faire en sorte qu'une rivière soit totalement à sec et d'effondrer tout le vivant de la rivière. Et c'est un choix de société, et c'est un choix qui a été fait en France massivement parce qu'il est prôné par des logiques qui parfois nous dépassent. Et je dirais même que ça va au-delà du gouvernement. C'est vraiment bien au-dessus, c'est vraiment des décisions d'agrochimie, d'agro-industrie qui derrière mettent en concurrence des terres françaises en disant si vous n'avez pas de bassines sur vos terres, eh ben, j'achèterai pas mes haricots et mes pommes de terre chez vous, je vais les acheter en Pologne. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Donc, en fait, les agriculteurs sont pieds et mains liés. Ils disent, moi, je vais faire une bassine, qu'est-ce que ça va faire de plus ou de moins? D'avoir une petite mare d'eau, derrière, au moins, je serai tranquille. Le problème, c'est qu'on vide le niveau de la nappe phréatique pour tous les autres. C'est-à-dire, tous ceux qui avaient des petits puits ou des petits forages, les petits maraîchers, eux, se retrouvent complètement à sec. Et en général, ce n'est pas eux qui sont raccordés à la bassine. Beaucoup d'agriculteurs bio qui ont essayé, par exemple, de se raccrocher à ce système-là dans les phases de sécheresse en disant nous aussi, on a besoin de cette eau, eh bien, eux n'y avaient pas droit. C'est souvent derrière les très grosses exploitations agricoles. Donc, on est face à un bras de fer actuellement entre des gens qui ont un pouvoir assez important et pas qu'en France, dans le monde. Je vous donne un chiffre. L'ONU nous explique qu'on donne aujourd'hui, chaque année, 700 milliards d'euros de subventions directes aux agriculteurs sans jamais demander une contrepartie sur la qualité des terres que l'on laisse. 700 milliards d'euros annuels. Donc, voilà. Merci beaucoup pour la conférence, c'était très intéressant. Je voudrais juste, vous parliez tout à l'heure des usines, notamment à Taïwan, qui consomment énormément d'eau pour la production de matériel informatique.
Est-ce que, du coup, ce rééquilibrage du cycle de l'eau de manière globale, est-ce qu'il est compatible d'une certaine manière avec l'avancement technologique de la société qu'on a aujourd'hui et avec le confort de vie qu'on peut avoir notamment en Occident? Ou est-ce qu'il faut, en changeant notre confort de vie, presque régresser? Non, c'est pas compatible. C'est-à-dire que, en fait, on fait des choix. Par exemple, le gouvernement de Taïwan, quand il a eu cette sécheresse, eh bien, il a décidé de dériver toute l'eau pour lui et il a retiré l'eau des agriculteurs. Donc, en fait, à chaque fois, on fait des choix. Si vous allez en Inde en ce moment, vous avez des agriculteurs qui ne vendent plus leur production agricole, qui vendent leur eau, parce qu'eux, il leur reste encore de l'eau dans leur nappe, alors qu'à côté, elles sont vides. Donc, il y a un marché de l'eau. Et ce marché de l'eau, ce sont des camions-citernes qui passent, sans compter les impacts carbone, qui passent une dizaine de fois par jour pour pomper de l'eau et pour ensuite l'alimenter dans des usines textiles. Et sans compter derrière tous les produits polluants et tous les colorants que demandent ces usines textiles qui se retrouvent dans les rivières. Et donc, on a des populations qui migrent parce qu'il n'y a plus de poissons, parce qu'il n'y a plus d'eau, parce qu'il y a des barrages, parce qu'en fin de compte, on a complètement cassé le cycle de l'eau partout dans le monde. Et donc ça vient aussi de nos modes de vie. Si on ne consommait pas tout ça, on n'en aurait pas besoin. Alors peut-être, de quoi on a besoin finalement ? Je crois que peut-être nous ramener juste sur ce qu'on a besoin. On peut être un pays riche, on peut avoir le choix dans ce qu'on achète, on peut avoir de la créativité, on peut innover. Mais peut-être qu'en fin de compte, on a besoin de manger en général en moyenne que 3 fois par jour. J'ai que 2 bras et je peux porter qu'une montre à la fois. Je vais dormir dans un seul endroit à la fois. Et donc, en fin de compte, on a quand même des limites. Je pourrais porter qu'une seule fringue à la fois. Donc, en fin de compte, comprendre quel est notre besoin, de qu'est-ce qui est nécessaire pour notre société, et peut-être se mettre à comprendre qu'on a mis des bombes à retardement dans des pays bien plus loin, en Afrique, en Asie, en Inde, en Amérique du Sud, derrière sur des produits de consommation à outrance dans lesquels on ne veut pas se passer volontairement, parce qu'il existe tout un système économique qui ne veut pas s'en passer. Et posons-nous la question de ce qu'on a réellement besoin. Qu'est-ce qui nous rend réellement heureux ? Et peut-être qu'à partir de là, en repartant juste de nous, derrière pas du choix qu'on nous propose juste de nous, eh bien, en réalité, on ira vers un nouveau modèle. Mais en tous les cas, le modèle effréné dans lequel on part n'est absolument pas compatible avec les limites planétaires. Bonjour, je vous remercie donc encore de votre conférence. Donc vous nous avez affirmé, et je suis d'accord, que c'est l'eau. Le problème de l'eau est lié surtout à un problème de fonctionnement de notre économie, que les entreprises veulent faire toujours plus d'argent, etc. Mais vous ne pensez pas aussi qu'il y a un problème d'information, parce qu'il y a plein de gens qui ne sont vraiment pas alertés sur le problème de l'eau, c'est même pas un problème public en soi. Et du coup, par exemple, là, moi j'étais au courant de la moitié des choses, même pas, que vous nous avez appris lors de cette conférence. Et comme vous avez affirmé, au niveau des agriculteurs, ils ne sont pas tant au courant des dégâts que ces bassines, par exemple, peuvent causer. Ils disent une de plus ou de moins, ça ne va rien changer. Du coup, si on était plus alertés, si on était plus au courant sur la chose, est-ce que vous pensez qu'il y aurait déjà un changement ou ça vient vraiment seulement du système économique pour vous ? C'est un vaste sujet. Alors, j'essaye au quotidien de faire ce que je peux dans les limites, moi aussi, de mon temps de 24 heures par jour. Pour essayer justement de peut-être mettre ce sujet sur la table. Je crois qu'il a été trop souvent éludé. Alors c'est intéressant parce que vous voyez aujourd'hui à quel point il y a un nouveau plan eau qui a été lancé par le ministre de l'écologie Christophe Béchu. C'est quelque chose qui n'avait jamais eu lieu jusque-là. Mais si il a été mis en œuvre, c'est parce que l'année dernière, on a eu 1300 communes qui ont des problèmes d'alimentation en eau. C'était quelque chose d'impensable en France, ne plus avoir d'eau dans son robinet. Moi, j'ai été sur le terrain voir des collectivités et des gens qui n'ont pas d'eau, qui ont 2 heures d'eau par jour. C'est très compliqué. Il n'y a plus de système économique qui fonctionne. Donc, en fait, c'est un vrai problème et c'est souvent, et je pense que ça, c'est très, très humain comme logique. Souvent, c'est en phase de crise qu'on prend conscience
qu'on se réveille et qu'on comprend qu'il y a un problème. Le problème, c'est qu'on a commencé à comprendre qu'il y a un problème sur l'eau en France et sur nos milieux souterrains. Certains sont encore très confiants, d'autres nous disent non mais nous on n'a aucun problème, on a des réservoirs, etc. Mais en fait ils ne comprennent pas l'accélération du changement climatique et à quel point il va falloir être très humble par rapport à ça. Mais je crois que ce qu'on n'a surtout pas encore estimé, et ça va devenir obligatoire, et heureusement la question de l'empreinte eau va aussi devenir obligatoire, donc on va devoir se les poser ces questions. Eh bien, c'est à quel point on est en train de piller le futur de populations entières. Et ces populations migreront parce qu'elles n'auront pas d'avenir chez elles, parce qu'elles n'auront plus d'eau. Et donc, que je vous parle de l'huile de palme en Colombie, où on a implanté du malathion massivement. Le malathion, c'est une sorte de pesticide qui vient lutter contre les petites mouches de l'huile de palme. L'huile de palme, on en a besoin pour tous nos gâteaux, ça les rend plus doux, ça les rend plus soyeux, ça les rend meilleurs. On en a besoin dans toute l'agro-industrie. Et bien derrière, on l'a massivement développé, on a déforesté des zones entières sur le continent africain. On a profité des déstabilisations économiques, par exemple comme la Colombie avec la junte militaire, pour décider de prendre des zones entières et de construire des zones d'huile de palme. Eh bien là-bas, ce qui se passe, c'est très simple. C'est-à-dire que si vous polluez volontairement une rivière, les gens continuent à boire dans la rivière et continuent à se nourrir de poissons. Si le lendemain ils sont malades ou vous avez des morts, eh bien ils arrêtent. Et ils n'ont plus d'autre choix que de devenir esclaves directement, c'est de l'esclavage moderne, caché, déguisé, mais esclaves d'exploitation d'huile de palme massive, parce qu'il faut alimenter toute l'Europe, il faut alimenter le monde entier avec ce produit magique. Et donc tant qu'on n'aura pas compris que c'est un problème de notre chaîne alimentaire, tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut revenir à des choses beaucoup plus essentielles, manger des produits les moins transformés possibles, changer complètement notre vision, eh bien on n'y arrivera pas. Le problème, c'est que ça fait des décennies qu'on mange votre cerveau, on mange votre bande passante, et on va chercher directement piocher dans votre subconscient en vous expliquant à quel point tel produit est succulent pour la santé, celui-là va vous rendre heureux. Si vous prenez ce gel douche derrière avec des microbilles plastiques, peu importe si c'est avalé derrière les dauphins, les baleines, etc., on s'en fout. Le principal, c'est que derrière, vous prenez une douche et vous êtes heureuse dans cette douche. Donc, en fin de compte, il faut que vous consommiez. C'est le but même de toute la logique marketing. Et cette logique marketing, aujourd'hui, vous avez encore beaucoup à faire parce qu'il y a de plus en plus de verdissement, mais c'est du verdissement apparent. Tant qu'on continue dans cette production à outrance, on n'y arrivera pas. Et donc en Colombie, dans ces exploitations d'huile de palme, vous avez directement non seulement de l'esclavage moderne, mais vous avez aussi de la prostitution moderne, parce que toutes les femmes n'ayant plus l'occasion de pouvoir se nourrir par elles-mêmes avec leur propre terre, elles n'ont pas d'autre choix que d'aller se soumettre aux exploitants de ces terres-là et d'accepter tout ce qu'il y a parfois de totalement inacceptable dans ce monde. Donc je crois que voilà, l'eau, ça va chercher très très loin, et on est parti avec Cédric Villani, vous pourrez lui poser la question, à 5h du matin pour essayer de ne pas croiser la junte militaire. Donc c'était quand même des missions à risque pour voir un barrage qui a été créé dans cette vallée. Et dans cette vallée, il y avait 36 lieux sacrés d'une population autochtone qui s'appelle les Arhuacos, et on les a noyés dans un barrage en estimant qu'on avait besoin de ce barrage pour irriguer l'huile de palme. Et le problème, c'est que dans cette vallée, en 6 ans, la température est montée de 2 degrés. Et donc on voit maintenant que comme il n'y a plus de poissons qui montent, il y a toute la chaîne alimentaire qui se détruit, et donc au fur et à mesure, les singes ont disparu, les arbres ont commencé à se déraciner parce qu'il n'y a plus de faune, et donc en fait toute la zone est en train d'être complètement dévastée. Et ça, c'est le monde moderne auquel on participe en mangeant nos gâteaux. Alors ça paraît très loin, et l'idée, c'est vraiment pas d'être dans la culpabilisation, c'est au contraire d'essayer de récupérer notre pouvoir sur la manière dont on a hacké nos cerveaux pour se dire finalement qu'est-ce que moi je veux de ce monde demain et comment est-ce que je veux au moins y contribuer à mon échelle. Et si on s'y met tous, eh bien peut-être qu'on y arrivera déjà beaucoup mieux. Voilà, merci.
Je ne peux que répéter l'invitation d'Arnaud au rendez-vous Dauphine Durable. C'est aussi l'occasion de vous former, de vous informer. On va prendre une dernière question, une petite question, si c'est possible, avant de conclure. Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence. Concernant la question des méga-bassines que vous avez évoquée tout à l'heure, nous savons que l'aspect agrodévastateur de ces projets-là, ça a suscité une vague de manifestations quelquefois violentes. Et ma question, c'est est-ce que cette violence-là, finalement, c'est pas contre-productif et ça pourrait délégitimer tous les efforts que notre génération essaye d'entreprendre? Merci. Alors, je vais peut-être vous répondre juste à mon échelle, parce que moi, je n'étais pas à Sainte-Soline, donc je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé là-bas. Mais par contre, j'ai sillonné toute la France en faisant des conférences sur l'eau quasiment tous les jours depuis le début de l'année dernière. Et donc, j'ai vu des gens qui sont venus me voir, qui voulaient aller à Sainte-Soline et qui revenaient de Sainte-Soline. Donc, je peux vous donner que ce témoignage-là. Et ce que j'ai vu, ce n'est pas des éco-terroristes. Ce que j'ai vu, c'est des maîtres de conf, beaucoup, qui s'engagent parce qu'ils ont compris la dimension. Donc j'ai vu beaucoup d'universitaires venir. J'ai vu énormément de journalistes. J'ai vu des gens locaux qui derrière voient à quel point on spolie leurs ressources. Et ce n'étaient pas des violents, eux. Et donc majoritairement, derrière, moi je n'ai pas vu des gens qui allaient derrière pour en découdre, mais qui allaient quelque part prendre une nouvelle cause, et c'est une forme de nouvelle guerre de l'eau qui est en train de naître en France, sur un sujet qui est crucial, et qui est le changement de modèle. Et comment est-ce qu'on change de modèle? Franchement, je ne sais pas. J'essaye d'y travailler tous les jours. Je crée des systèmes moi-même tous les jours. J'essaye de donner tout ce que j'ai, de mon temps, de mon argent, de tout. Là, dernièrement, j'ai créé une start-up pour justement permettre d'essayer de transformer le métier de certains, comme des financiers, des banquiers, des assureurs, pour faire en sorte que demain, ce soit des conseillers climatiques. Je me dis que peut-être c'est le moyen pour qu'ils prennent conscience de la réalité, de la vulnérabilité de leurs clients, que peut-être qu'ils leur donnent de vrais conseils, qui soient des conseils adaptés. Mais je comprends derrière à quel point il y a une oscillation émotionnelle très forte en ce moment entre certains à qui on a l'impression qu'on leur vole leur jeunesse et qu'on leur vole leur futur. Et si on ne se pose pas les bonnes questions quand on a vu les 10 jours de canicule à Paris et l'air suffocant qu'on avait, et comprendre que ça, c'est notre quotidien demain, derrière, c'est quand même compliqué. Et je comprends qu'on puisse aller sur des gestes extrêmes. À la fois, je pense que je suis républicaine, et donc derrière, j'ai quand même envie d'avoir qu'il y ait effectivement des règles. Est-ce qu'on doit passer à la violence? Je ne sais pas, en fait. J'ai envie de ne pas juger le rapport aux autres. Je crois qu'on est tous des êtres émotionnels. Si vous avez été autant conditionnés vous-même par la pub pendant toutes ces dernières années, c'est parce que vous êtes des êtres faits d'émotions. Et vos émotions vous guident en permanence. Et les publicitaires l'ont très bien compris. Alors, ils vous guident très intelligemment. Eh bien, ces émotions, il y a une myriade de possibilités d'émotions en fonction de ce qu'on a vécu dans son passé, de qui on est, de qui sont nos parents, de ce qu'on a, de la manière dont on perçoit le monde. Eh bien, certains décident d'y aller avec colère, frustration et violence. D'autres décident de passer les messages, et notamment beaucoup de scientifiques. Est-ce que ça marche mieux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, en tous les cas, je me dis, il faut qu'on soit dans l'action. Et il faut que chacun d'entre nous essayons demain de réfléchir sur ce que nous, on peut apporter et comment, soit l'entreprise dans laquelle on bossera, soit derrière ce qu'on créera nous-mêmes, pourra contribuer différemment à un modèle de société qui est de toutes les façons délétère et qui ne pourra plus fonctionner. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Emma. On aurait une toute dernière question dont on parlait ensemble tout à l'heure. Comment ça vous est venu, vous êtes docteur, vous êtes une chercheuse, comment ça vous est venu cette idée finalement de créer une entreprise et d'avoir aujourd'hui une multiplicité de responsabilités? Je pense que ça peut intéresser nos étudiants. Comment ça m'est venu? Alors, je pense que j'ai toujours aimé naviguer entre les lignes et jamais vraiment rentrer dans les lignes. Et c'est là où on est peut-être le plus libre.
Moi, ça ne m'a pas empêché d'y rentrer quand même, de faire mon doctorat, etc. Et d'être très heureuse de le faire. Mais j'ai été très marquée, j'ai travaillé en cellule de crise préfectorale. J'ai été très marquée d'une décision qui a été prise, j'étais en 2e année de thèse. Et en fait, le préfet a décidé de fermer l'autoroute dans les 2 sens. Et on a décidé de détourner 4000 personnes de l'autoroute principale qu'il y avait entre Nîmes et Montpellier. C'était en 2005. Et j'ai vu qu'1 heure après, il y avait 1,30 m d'eau dans l'autoroute. Et en fait, j'ai compris qu'il y aurait pu y avoir énormément de morts. Et j'ai compris qu'en fin de compte, on a tous les moyens scientifiques pour apporter des réponses à ces décideurs, mais aussi aux populations. Et j'avais ce sentiment qu'il y avait un gap entre les décideurs d'un côté, qui étaient en manque de moyens, les chercheurs qui avancent aussi souvent dans des lignes derrière qui sont les leurs et plus en évolution derrière de thèmes de recherche et qui approfondissent, et on est vraiment sur des silos. Et donc, en fait, je me suis dit, comment est-ce qu'on pourrait créer quelque chose de différent? Est-ce que ce serait possible? Est-ce qu'il y aurait une place? Alors, je me suis dit, bon, j'ai quelques diplômes qui fait que si j'y arrive pas et si je me plante, je trouverais bien un boulot à droite ou à gauche. Je crois que ça m'a vachement rassurée parce que vraiment, j'y ai été from scratch, quoi. C'est-à-dire, je suis partie de rien. Et donc, j'ai essayé d'accompagner les territoires en me disant, on va faire des choses et on verra bien si ça marche. Et par exemple, en plus du laboratoire de recherche-action que j'ai mis en place, où on accompagne les territoires tous les jours. Aujourd'hui, il y a 28 programmes en France dans des villes. J'ai par exemple créé une association qui forme les enfants dans les écoles. Ça me semblait essentiel que les enfants comprennent les gestes qui sauvent dans les vallées inondables, mais aussi pourquoi il faut faire des économies d'eau. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, vous pourriez vous poser la question, mais il y a encore, moi j'ai commencé en 2009, en 2009-2010, mais personne n'avait intérêt à économiser son eau. C'était de l'ordre de l'impensable. Et donc, on a été montré ça, on a été raconté ça. Et je me dis, quand on fait ça, on met les enfants dans l'action, on les rend acteurs de leur territoire. Et je crois que vraiment, la solution, c'est de reprendre le pouvoir. Et je cherchais les moyens. Et j'ai trouvé que les moyens d'être libre, c'était aussi le moyen d'être entrepreneur et de chercher à travers un milieu associatif, un laboratoire de recherche-action privé, à travers une start-up, de créer des nouveaux modèles économiques. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise avec 60 personnes en France. 60 sur un département, ça fait à peu près 80 au total. À peu près 80. Donc, vous voyez, une thèse, juste un rêve, une utopie presque à l'époque, et voilà, une conviction, un engagement, et aujourd'hui une entreprise florissante, et avec une utilité sociale. Enfin, donc vous êtes convaincu. Enfin, je peux peut-être juste dire une chose, l'expérience que je peux vous donner, puisque vous allez commencer dans ce monde économique. En fait, je ne cherche pas à gagner plus de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. Je cherche à faire en sorte que les gens soient heureux. Et si j'en ai 60 qui sont heureux chaque année, ça me va. Si dans 10 ans, ils sont encore 60 et s'ils sont heureux. Et en fin de compte, c'est une autre manière aussi d'envisager l'entreprise, c'est qu'on n'est pas obligé de croître tout le temps. On peut croître parce que ça répond à un besoin. Si ça ne répond pas à un besoin, il n'y a pas besoin. Et je crois que ça, c'est une nouvelle manière de voir les choses et qu'on devrait vraiment diffuser dans nos nouveaux modèles de société. Voilà. On a préféré laisser du temps à la discussion. Donc, on vous parlera des modalités pratiques au premier amphi, comme ça, vous viendrez tous. On parlera de l'examen, des notes, vous viendrez tous. Et voilà, donc il nous reste quelques secondes pour encore remercier vraiment Emma Aziza. C'était vraiment super. On lui a demandé comme ça, par petit message. Tout de suite, vous avez accepté. Hein. On était convaincus que ce serait incroyable. Enfin, pour moi, ça l'a été. Hein. J'espère que pour vous, vous avez apprécié et mesuré en fait ce qui est devant nous, pas seulement devant vous, devant nous. Hein, j'insiste, on est tous dans le même bateau. Et
et ben voilà, on est tous ensemble et on va agir. Merci beaucoup.